Quand le printemps met quelques touches de vert dans le monde immaculé de l'Arctique, les craquements de la glace et le ruissellement de l'eau sont une douce musique aux oreilles de quelques milliers de rennes qui ont passé l'hiver dans les maigres forêts du nord du continent américain. Ils ont vécu en petites bandes, des lichens découverts sous la neige, et le printemps leur apporte la promesse de riches pâturages dans la toundra. Plus au nord, épuisés, ils se préparent à la migration, première étape d'un voyage aller-retour qui leur fait franchir quelques 5000 km chaque année. Leur petite troupe se regroupe peu à peu en un énorme troupeau qui continue à grossir en remontant vers le nord par des vallées boisées. Lorsque les rennes apparaissent à l'orée du bois, c'est une marée brune de dos laineux qui déferle sur la toundra. Tout en broutant, le troupeau suit irrésistiblement une route tracée par d'innombrables générations. Il avance à l'allure imposée par les femelles gravides, les craquements des articulations rythmant la marche des cervidés. En Amérique du Nord, 10 grands troupeaux de rennes effectuent le même voyage par un chemin différent. Entre l'animal de tête et celui qui ferme la marche, chaque troupeau, qui compte de 200 à 400 000 têtes, peut s'étirer sur 300 km. Si le spectacle offert est d'une indéniable beauté, la migration est pour les rennes eux-mêmes très pénible et périlleuse. Les loups suivent les troupeaux et attaquent les retardataires. Ils sont également chassés par l'homme, et nombre de bêtes se noient dans les rivières gonflées par les orages et la fonte des neiges. En mai ou en juin, chaque troupeau marque une halte pour que les femelles puissent mettre bas sur des emplacements éparpillés dans tout le nord de l'Alaska et du Canada. Les rennes y retrouvent des millions d'oiseaux migrateurs qui emplissent la toundra de leurs cris. Le voyage reprend quelques semaines plus tard, lorsque les jeunes sont suffisamment vigoureux pour compléter d'un peu de verdure leur régime de lait maternel. Au bout de la route, les rennes s'installent sur des terres où abondent l'inaigrette, plantes à fleurs et pousses tendres de sol ou de bouleaux nains. Mais nulle trêve pour les rennes. Les insectes, en particulier les moustiques, fondent sur eux en nuées denses pour s'abreuver de leur sang. On estime que, au milieu de l'été, un seul individu peut perdre 1 litre par semaine. L'automne débute à la mi-août. Gelée et neige recouvrent à nouveau la toundra, et les troupeaux reprennent la route du sud afin de passer l'hiver en forêt. Bien qu'ils pèsent alors quelques 25 kg de plus qu'à l'aller, les animaux avancent rapidement, ayant pris des forces grâce à la nourriture abondante de l'été et n'étant plus retardés par les femelles pleines, ils parcourent une quinzaine de kilomètres par jour. Les accouplements ont lieu sur le chemin de retour, lorsque les troupeaux se retrouvent enfin à l'abri dans les bois. Ils se dispersent et les rennes passent l'hiver dans une solitude relative en attendant de reprendre la route du nord. En hiver, les rennes subissent quelques modifications pour s'adapter au grand froid des forêts boréales. Leurs sabots s'élargissent pour ne pas s'enfoncer dans la neige, et leurs articulations sont particulièrement bruyantes. Cela leur permet de ne pas se perdre quand ils se déplacent en groupe, suivant le craquement de son congénère. Aussi, près des pôles, les hivers sont de longues nuits qui durent plusieurs mois. Il fait donc très sombre. Mais les rennes ont une particularité unique parmi tous les mammifères. Leurs yeux s'éclaircissent et deviennent bleu violacé, pour pouvoir capter la moindre luminosité ambiante. Les rennes sont pris de folie quand ils absorbent un champignon hallucinogène, à chapeau rouge moucheté de blanc, l'amanite tue-mouche. Ce champignon est mortel pour l'homme. Quand leur flair leur signale la présence de leur mets favori, ils délaissent alors leur régime habituel de lichen pour s'en gaver. Ils se mettent alors à courir dans tous les sens et à secouer vigoureusement la tête en poussant des mugissements. Leur passion pour ce champignon toxique est telle que l'on conseille aux visiteurs de prendre certaines précautions.
La moindre odeur d'amanite qui pourrait se coller aux vêtements des imprudents pourrait les faire devenir de véritables cibles pour un troupeau d'animaux déchaînés.